L'aventure commence en 1904. La majorité de la population française vit à la campagne, les paysans font de longues journées et les ouvriers travaillent plus de 60 heures par semaine. Dans ces conditions, ce qu'on appelle la belle époque n'est pas belle pour tout le monde. Et le sport n'en est qu'à ses tout premiers pas. Mais les bases du développement sont posées. Les deuxièmes Jeux Olympiques ont eu lieu à Paris en 1900 et Maurice Garin a gagné le premier Tour de France en 1903. Besançon est alors une cité moyenne de 55 000 habitants, et comme ailleurs, les loisirs y sont plutôt rares. Il y a toutefois 53 débits de boissons dans la seule rue Battant, et en moyenne 1 pour 92 habitants sur l'ensemble de la cité. L'Alsace voisine appartenant à l'Allemagne, la ville a une importance stratégique considérable, et c'est pourquoi elle abrite une garnison de 7000 hommes. Quelques activités sportives ont vu le jour, gymnastique, tir, aviron. Et voici que quelques militaires originaires de Paris ou d'autres régions, où ils ont pratiqué du sport, sont affectés à Besançon. Le Parisien Camille Tissot est l'un de ceux-là. Il est à la caserne d'Arène, aujourd'hui le lycée Condé, et se lance à la recherche d'autres militaires sportifs. Il rencontre Victor Fontaine et le brigadier Picard, eux aussi déjà pratiquants, et ensemble ils vont à la rencontre de quelques étudiants du lycée Victor Hugo. Ceux-ci sont passionnés par la mode anglaise des sports athlétiques. Une effervescence se crée et, le 21 juillet 1904, au Café de la Bourse, 18 place de la Révolution, on décide de créer le Racing Club franc-comtois. En réponse au Racing Club bourguignon, fondé en 1900, et en s'inspirant de l'exemple lointain du Grand Racing Club de France. On décide de constituer 3 sections. L'athlétisme, on organise aussitôt des courses à Chamard. Le cyclisme, on organise le 2 octobre la première course Besançon-Orchamps et retour. Et un sport collectif, le rugby, qu'on appelle alors le football rugby, et auquel les lycéens de Victor Hugo s'adonnent déjà. C'est d'ailleurs Émile Gély, le président de l'Amicale des étudiants, qui est le premier président du club, Camille Tissot, le militaire parisien, prenant le secrétariat. Pour le rugby, c'est plus difficile, car il faut un terrain, et plusieurs semaines seront nécessaires pour trouver une solution. La Soierie de Chardonnay, ancêtre de la Rodiaceta, accepte de louer un terrain auprès de Vaux pour 1 franc symbolique par an. Et c'est donc là, tout au bord du Doubs, avec la présence nécessaire d'une barque et d'une perche pour la récupération du ballon, que va naître et vivre le rugby pendant 23 ans, jusqu'en 1927. Le 16 octobre, après plusieurs entraînements, et devant un nombreux public de curieux, a lieu le premier match. L'équipe A bat l'équipe B par 13-3, grâce à 3 essais de son arrière, le lycéen Grivet. C'est donc par le rugby que tout a commencé pour le sport collectif bisontin. Bien avant le basket, le hand, le volley, et même avant le foot, qui commence en 1905. Ils nous doivent tous le respect. Il y a tant à dire dès lors de ces plus de 100 ans, de ces milliers de rencontres, de défaites et de victoires, de ces milliers de joueurs, de ces milliers d'essais, et de troisième mi-temps. Survolons ensemble rapidement ces dizaines d'années, et allons à la rencontre de ces jeunes gens fiers de leur maillot. D'abord le rouge du RCFC, puis le bleu de l'OB, sans oublier entre-temps les plus éphémères, Club athlétique du Doubs en 1908, Sporting Club du Doubs en 1909, puis plus tard le Cube de 1963 à 1971, qui adopte un maillot violet pour s'inspirer du célèbre PUC, le Paris Université Club, RCFC deuxième époque de 1974 à 1983, et ARB de 1984 à 1993, maillot noir et rouge. Dès les premières années, les joueurs sont nombreux, et le RCFC aligne même 3 équipes en 1909. Il est vrai que le lycée Victor Hugo est une excellente et prolifique école de rugby, et que les militaires assurent un apport considérable. C'est le 20 février 1910 que le rugby bisontin remporte son premier titre en devenant champion de Bourgogne-Franche-Comté. À Chalon-sur-Saône, sur un terrain gorgé d'eau et dans un froid épouvantable, ce n'est pas la technique qui fait la différence, mais le courage. Et à ce jeu, Besançon bat le Creusot par 6-3. Dans ces premières années, les leaders de l'équipe se nomment Tissot, Fontaine, Picard, Grivet, Gardet, Clabot.
Humbert, Glorifay, La Terreur, Champetty, Péronne, Larmier, Peuteuil. La Grande Guerre de 1914-1918 provoque au sein du club, comme dans toute la France, de terribles ravages. Une centaine de membres du club, athlètes, cyclistes, footballeurs et rugbymen, y disparaissent. Le rugby ne revit qu'en décembre 1919, et les Bisontins retrouvent rapidement un niveau dominateur sur la région puisqu'ils sont 6 fois champions de Franche-Comté entre 1919 et 1930. Toutefois, après la phase régionale du championnat, ils éprouvent régulièrement des difficultés à réaliser un bon parcours dans la phase nationale. Ils parviennent toutefois à atteindre le second niveau français en 1922 et 1929. Les joueurs qui marquent fortement cette période sont des anciens d'avant-guerre, tels Stempfli, 1907-1922, les frères Peuteuil, Schlefflin, et des nouveaux comme les frères Félix, les frères Tertieux, Masson et Jabry, l'immense Jabry, qui commence en 1928. Mais les deux figures principales de l'après-guerre jusqu'en 1935 sont Bourguet, l'homme à la mèche blanche, le meilleur ouvreur de la première moitié du siècle, et Jean Ducoulou, arrière et buteur exceptionnel, qui s'entraîne à taper pieds nus 1 heure par jour. On utilise toujours depuis 1904 le terrain des Prés de Vaux, peu accessible avec son chemin boueux, et surtout propice aux incidents de match. 2 exemples. Le 10 juin 1920, le RCFC reçoit l'équipe de la 28e brigade de Belfort. Sur un coup de pied de pénalité, le ballon éclate. On continue la partie avec un second ballon qui, sur un nouveau coup de pied, part dans le Doubs. Le temps de chercher une perche, il est emporté définitivement au fil de l'eau. Comme il n'y a pas de 3e ballon, le match en reste là. Et les militaires, qui menaient alors 6-0, remportent donc cette rencontre écourtée. Le 17 mars 1924, petite annonce insolite dans le journal. La personne qui a repêché le ballon dans le Doubs est priée de le rapporter au siège. Il s'agissait d'un match Besançon-Belfort gagné le 16 par les Bisontins sur le score de 18-0. En 1927, le club aménage à l'emplacement actuel de Léo Lagrange le stade de la Giblotte, avec vestiaires, douches et terrain d'entraînement. On l'inaugure avec un match de rugby. Besançon y bat la réserve du Stade français 11-0. Et en 1932, cela n'a à l'époque rien à voir avec le rugby, mais c'est à noter, les patronages bisontins inaugurent le stade de Montrapon, qui comporte, selon le journal, de gigantesques tribunes en ciment armé. Elles tiendront 86 ans, avant d'être démolies en 2018. 1935 marque le début de l'âge d'or, avec un véritable décollage sur le plan des résultats sportifs. Grâce à la présence simultanée de très grands joueurs, bisontins d'origine ou venus d'ailleurs, basques, catalans, auvergnats, parisiens. C'est ainsi qu'en 1936, pour la seule fois de son histoire, Besançon est en finale d'un championnat de France. C'est celui de 2e série qui correspond à la Fédérale 2 d'aujourd'hui. Et le RCFC rencontre Figeac à Moulins. Match acharné, 0-0 à la fin du temps réglementaire malgré 2 essais marqués par Jabry et refusés par le juge de touche de Figeac. Rencontré en 1996, soit 60 ans après, Maurice Jabry était toujours aussi furieux après ce juge de touche et jurait toujours qu'il n'était pas passé en touche et avait bien marqué. Et en prolongation, le rêve s'envole. Figeac marque 2 essais et l'emporte 8-0. Néanmoins, l'ascension se poursuit. Promotion en 1936, Fédéral 1 d'aujourd'hui, honneur en 1938, Pro D2 d'aujourd'hui, et, après une interruption, excellence en 1943, c'est-à-dire le plus haut niveau. Mais des joueurs sont partis du fait de la guerre, tués, prisonniers ou enfuis, et l'élan brisé du rugby bisontin est symbolisé par la mort du petit demi de mêlée et résistant FTP Charles Bochard, fusillé le 26 janvier 1944. Durant cette dizaine d'années, exceptionnelle pour ses résultats, le contexte a beaucoup changé. Le public suit passionnément ses rugbymen, 1000 à 2000 spectateurs au stade de la Giblotte, et une école de rugby est créée en 1937, notamment par Maurice Jabry. Le stade municipal, construit et inauguré en 1939, est le théâtre en 1941 d'une grande manifestation présidée par le ministre des Sports Jean Borotra,
ancien mousquetaire vainqueur de Roland-Garros et de la Coupe Davis, et d'un défilé de tous les sportifs, parmi lesquels les rugbymen occupent une place de choix. Le groupe des rugbymen est devant sur la photo, avec Bochart, Rochet, Abel Manceau. Les hommes de cette merveilleuse décade, outre Maurice Jabry dont nous reparlerons plus tard, sont nombreux. D'abord Alfred Sambuc, un président extraordinaire, venu de Brive, et bien sûr d'excellents joueurs, les bisontins Albert, Brossard, Colette, Richard, Jalabert, Vincent, Gagnor, Rambaud, Bèche, et les hommes venus d'ailleurs, les frères Manceau, Intamoussou, Couture, Fortanet, Bochart, Camus, Rochet, Salès. Septembre 1944, c'est la libération de Besançon, mais c'est aussi l'éclatement des hostilités au sein du RCFC. La section football du RCFC décide de passer au professionnalisme. Ce qui fait peur aux rugbymen, qui craignent de ne plus avoir les moyens de fonctionner. De discussions animées, on en arrive au divorce, et la section rugby vote le 3 novembre la sécession et la création d'un nouveau club, l'Olympique de Besançon. Écusson bleu-azur et bleu-roi avec monogramme OB et anneau tricolore. Ce qui fait que nous avons pu commémorer en même temps, en 2004, 100 ans de rugby et le 60e anniversaire de l'OB. Si le fondateur en est René Guinaud, notons que le secrétaire et leader de la sécession n'est autre que Maurice Jabry. Commence alors une période difficile, car l'indépendance se paye cash. L'OB n'a rien et doit aller chercher des partenaires, ce qui n'est pas évident début 1945 dans une France pas encore complètement libérée et en reconstruction. Par ailleurs, de nombreux joueurs de la grande équipe sont partis ou ont raccroché les crampons, et l'OB compte sur quelques jeunes, dont ceux issus de l'école de rugby d'avant-guerre de Jabry. Girard, Deveau, Vieille, Daguet, Parot, Cugnet, et quelques anciens qui persistent comme Jabry lui-même, Brossard et Bèche. D'autres plus jeunes arrivent et sont immédiatement lancés dans le grand bain. Grenier, Pelteret, Cunot, Coursaget, Garrigue, Girardin, Grosjean, Obligère, Viennet, Mazouka. Une équipe nettement moins expérimentée, des moyens inexistants, et l'OB réintègre le niveau régional en 1947 pour y rester plus de 20 ans. Saluons sur cette photo le troisième en partant de la gauche, après Pelteret et Grenier, notre Albert Blanchot, qui a servi le club jusqu'en 2012. C'est au cours de cette période que Maurice Jabry, qui a débuté en 1928 à 17 ans, dispute en 1952 à 41 ans ses derniers matchs officiels, avant de devenir entraîneur jusqu'en 1960, puis de fonder, en compagnie du grand entraîneur et dirigeant Bernard Poulot, le club universitaire bisontin, le CUB, en 1963. Maurice Jabry, sans conteste le personnage du rugby bisontin. Lui qui courait le 100 mètres en 11 secondes sur une piste encendrée, fut international de handball en 1941, créa une école de rugby en 1937, créa l'OB en 1944, puis le CUB en 1963, anima jusqu'à 8 équipes universitaires. Au cours de ses 24 années de joueur, il a asséné les plaquages meurtriers et enfilé les essais comme des perles, ce qui lui vaut d'être à coup sûr le plus grand marqueur bisontin et sans doute même franc-comtois. C'est donc à juste titre qu'après un vote électronique populaire, la mairie de Besançon a décidé en 2014 de nommer le stade des Orchamps, devenu le domaine du rugby, Stade Maurice Jabry. Dans les années 50-60, l'OB connaît des heures difficiles et dispute des matchs régionaux, comme ici contre le CUB, l'autre club bisontin, ou Sochaux. Cette période grise est suivie d'un extraordinaire exploit dont les graines avaient été semées par le grand président que fut Marcel Albert de 1963 à 1968. Un exploit unique dans tout le sport bisontin. L'envol en 3 saisons du niveau régional au plus haut niveau, grâce à 3 montées successives en 1970, 1971 et 1972. Passé en 3 saisons et avec le même groupe, de matchs obscurs contre Lure ou Moret, à des rencontres face aux Brives, vice-champions de France, de Fitte, Rossignol et Puget, au Mont-de-Marsan de Doga et d'Arouille, au Valence de Cester, au Stade Rochelet. Voilà ce qu'ont fait en ces 3 saisons les rugbymen de l'OB.
le point d'orgue étant atteint le 26 mars 1972 à Vienne, avec l'obtention du billet pour la première division, grâce à une victoire 9-6 sur Montélimar, avec 5 juniors dans l'équipe, les piliers Molinas et Belzingue, le troisième ligne Petit-Jean, l'ouvreur Millet et le centre Bourset, ces deux derniers étant d'ailleurs les auteurs des 9 points bisontins. Et, fait exceptionnel, le journal Le Monde lui consacre 3 colonnes. Ici, un match de première division, Aubé-Groyer. Mais sans doute cette réussite trop rapide a-t-elle débordé tout le monde, de la mairie aux acteurs économiques, qui n'ont pas vu qu'un soutien réel à cette équipe aurait assuré sa présence au plus haut niveau pendant plusieurs saisons, à un coût infiniment moindre que ce que réclamaient alors et réclameront ensuite d'autres disciplines de sport collectif. Ici, Aubé-Mont-de-Marsan, avec le légendaire Benoît Daugat. Après cette saison 1972-73, l'Aubé restera quasiment sans discontinuer en seconde division jusqu'en 1991 et frôlera même la remontée en 1978, 1980 et 1982. Cette seconde période glorieuse du rugby bisontin, après celle de 1936-1944, est dominée par la haute et puissante silhouette de Firmin Moncey, dont on parle encore un peu partout en France, tellement il a imposé ses qualités de combattant sur tous les terrains. Ce phénomène est arrivé en 1965, en même temps que l'excellent ouvreur-entraîneur Marcel Masnada. Celui-ci transformera les mentalités, apportera l'ambition au club et lui laissera une empreinte indélébile, symbolisée par ce 18 avril 1971, où il est porté en triomphe avec ses béquilles. La rencontre de ces deux locomotives coïncide avec l'éclosion de la génération de jeunes qui doit sa formation à André Daguet et beaucoup de sa passion pour le rugby à la télévision et à Roger Couder. Cela donnera l'équipe du XXe siècle, celle de 1971-72, avec les Outret, Denoy, Ferré, Binetruy, Molinas, Chapuis, Vogt, le regretté Denis Belzingue, Millet, le meilleur ouvreur de la seconde moitié du XXe siècle, Scholl, Elias, Roland, Viruega, Bourset, Petit-Jean, Denoy, Paillard, Hubert et Michel, Carmien, Venciarutti, Richman, Retornaz, Émile Viennet. Et les Benet, Bonouvrier, Gouget, Mabrouk, Monnier et quelques autres, qui nous pardonneront de n'être ni en photo ni cités par manque de place. Parmi tous ces joueurs, arrêtons-nous sur Édouard Krutzner, international venu de Prague pour jouer en France, et qui sera plus tard président de la Fédération tchèque de rugby. Cette tranche de la vie du rugby bisontin le voit s'engager résolument dans une politique de formation des jeunes, qui ne sera jamais démentie depuis lors. Junior d'abord, puis cadet, et enfin école recréée en 1966. L'essor du rugby bisontin de cette période se traduit aussi par les tentatives de création d'un second club. D'abord le Cube, de 1963 à 1971, puis le RCFC, qui recrée une section rugby de 1974 à 1983. L'Aubé enregistre des victoires et des défaites. Et dans les équipes successives se côtoient ceux de l'équipe de 1972 et de nouvelles têtes, notamment les Bacouche, Bourgeon, Césarato, Colette, De Angelis, De Rose, Joignot, Martinge, Papakostas, Pugin, Pierre Verdeau. Et on joue notamment beaucoup de matchs contre Pontarlier, dont l'un est illustré ici par un essai de l'ancien président, Émile Viennet. La fin du XXe siècle et le début du XXIe, c'est encore l'actualité et pas encore l'histoire. D'ailleurs, beaucoup de ces acteurs sont encore présents les dimanches au bord du terrain. Et que ceux, très nombreux, qui ne sont pas cités ne soient pas froissés, il était impossible d'en montrer et d'en dire plus en un temps limité. Cette période des 30 dernières années est marquée par la difficulté à suivre la mutation du sport, à passer du temps de l'amateurisme et du bénévolat à celui du professionnalisme et des gros budgets. Les résultats sont donc irréguliers. Mais quelques points d'orgue sont à relever, comme l'épopée en Coupe de France en 1985, qui voit l'Aubé éliminer successivement Strasbourg, Lons, Oyonnax, Vichy et Vienne, excusez du peu, et recevoir le Racing et ses vedettes à Montrapon. Mais les crises internes sont nombreuses, et l'une d'elles se traduit par une nouvelle scission et la création d'un nouveau second club bisontin, l'ARB, Avenir Rugbystique Bisontin, qui fonctionne de 1984
à 1993. Malgré tout, l'Aubé poursuit son combat pour rester en seconde division. Avec les Chartons, Châtelain, Genin, Jolia, Cop, Maître, Marchesini, Mello, Moiron, Piagnec, Ricard, Sabatucci, Ciovo, Patrick Vaillant, Vallet, les frères Verdeau, Bruno et Eric, évidemment. Mais finit par tomber en 1991 en 3e division. La réunion de la famille avec l'ARB est réalisée en 1993 dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville, et elle est précédée quelques semaines plus tôt par une rencontre de gala avec 12 internationaux, dont Fourou, Sella, Claude Spanghero, Lafont et même Patrick Sébastien. Le cinquantenaire de l'Aubé est dignement fêté en 1994 et Firmin Moncey revient de ses Antilles pour l'occasion. L'Aubé réunifié tente donc de regagner la seconde division, s'appuie sur les anciens Châtelain, Genin, Cop, Marchesini, Mello, Pététin, Piagnec, Patrick Vaillant, sur d'excellentes recrues comme Jamka, Faute, Saramea, Toader, intègre les joueurs de l'ARB comme Albert, Damien Benet, Bolreda, Laurent Bonouvrier, Brulebois, Thibert, et incorpore des jeunes comme Bietri, Grégory Bourset, Barthaud, Giraud, Stéphane Maillard-Salin, Martin, Simen, Pierre-Éloi Vogt. Mais il traîne comme un boulet l'insuffisance constante de ses moyens financiers et échoue jusqu'à ce jour, malgré quelques belles saisons, notamment en 1994 et 1995, et même en 1997, dans cette reconquête qui demeure l'objectif du club. Une constante se confirme au cours de ces années. L'importance du secteur jeune du club, confirmée par la présence régulière de bonnes équipes en cadets et juniors, et par la place prépondérante de l'école de rugby. Celle-ci est symbolisée par le tournoi de la boucle, créé en 1988, et devenu un des grands classiques du genre, très prisé par tous les clubs de l'Est de la France, et qui fêtera sa 30e édition en 2017. Une équipe de vétérans, les Bisons 15, est créée et s'installe solidement dans le paysage. Mais la fin du siècle est aussi marquée par un incendie nocturne qui détruit en 1996 le chalet des Montboucons, le siège de l'Aubé depuis 1981. Une grande quantité de photos et de souvenirs sont perdus à jamais, ce qui explique notamment la mauvaise qualité de certaines photos de ce document, car nous n'avons pu parfois retrouver que des photos extraites du papier journal. Au début du XXIe siècle, l'Aubé poursuit son long combat pour le retour en Fédéral 2, avec quelques accidents de parcours qui le voient tomber en honneur régional, dont il se sort en 2007, et quelques saisons où le but est près d'être atteint. De nouvelles têtes font leur apparition aux côtés des inoxydables Bietri, Barthaud, Bruno et Éric Verdeau, Patrick Vaillant, notamment Kalfaoui, Laurent Maillard-Salin, Delannoy, Thomas Outret, Guillouf, sans oublier Beau, Desforêts, Després, Lahaye, Masson, Pin, Vado, Voguet, Arnaud Verdeau. Et certains qui font leur retour, comme Bontemps, Gillet, Longchamp, Gérald Chevassu, Valentin Vaillant. Beaucoup apparaissent au sein de l'équipe de 2009-2010, qui réalise une bonne saison. Cette bonne saison confirme au passage la place de la formation des jeunes dans le club, puisque l'équipe junior remporte le titre Ballandrade Nord-Est, à égalité avec Courbevoie. La saison 2010-2011, qui voit l'arrivée au club de l'entraîneur-joueur Sarandao et de Chaïd et Blanchet, ainsi que le retour de Cédric Bourset après sa carrière professionnelle, est le tournant d'une période qui voit l'affirmation de Plançon, Cour, Hirsinger, Gay, Richman, ainsi que de Bergerot, Castaldi, Lahens, et de la fameuse poutre, la deuxième ligne, Delannoy, Thomas Outret. Ils sont tous sur la photo de cette équipe qui atteindra les phases finales. Malheureusement, cette saison charnière voit aussi le décès du grand président Jacques Sainteau, unanimement apprécié tant à l'intérieur du club qu'à l'extérieur. Avec l'arrivée la saison suivante de Vakaruru, la bonne séquence se confirme, et l'Aubé, qui reçoit notamment le 15 militaire du Pacifique en 2012, n'est pas loin de retrouver le paradis de la Fédérale 2 en 2011, 2012, 2014 et 2016, après avoir cette année-là terminé premier de poule de la phase régulière. Deux événements majeurs marquent cette période.
Le premier, c'est l'irruption des filles dans le rugby. Et celles-ci, après un démarrage difficile à l'OB, deviennent à partir de 2011 une composante incontournable du club. Le second, c'est l'installation de l'OB en 2014 sur son nouveau site des Orchamps, après 64 ans passés au stade de Montrapon et une quinzaine d'années dans le siège voisin du Chemin de la Baume, et avec l'accord du maire pour donner une identité rugby au stade en le nommant Stade Maurice Jabry. Le premier match officiel se déroule le 13 septembre en nocturne et il se traduit par un nul contre Belleville. Enfin, si au quotidien le rugby est représenté à Besançon par ses différentes équipes de clubs, il convient de retenir que l'équipe de France foula la pelouse du stade Léo-Lagrange en 3 occasions. Le 27 avril 1969, c'est France B contre Tchécoslovaquie. Le 26 mars 1972, c'est France B contre Allemagne. Et surtout le 17 décembre 1994, retransmis en direct sur France 2, le test match France-Canada, avec tous ceux qui allaient disputer la Coupe du Monde de 1995 en Afrique du Sud et y obtenir la 3e place. Après bientôt 120 ans d'existence, le rugby n'est le sport majeur ni de Besançon ni du département, mais son plus solide représentant l'OB, contre vents et marées, est toujours là. Ses racines sont solides, et il fait incontestablement partie du patrimoine. Reste à écrire la suite de l'histoire, ce qui sera la tâche des joueurs actuels, des jeunes de l'école de rugby et des jeunes filles dont le nombre et la qualité vont croissant. À suivre donc, s'ils le veulent bien. Dans le vestiaire étroit, les 2 grands bancs de bois, l'odeur d'huile camphrée, le bruit sec des crampons sonnant sur le béton, moi j'ai pas oublié. Tu te mets le maillot, t'es tout neuf, t'es tout beau, qui sait si tu as peur. Un regard, quelques mots, le rugby ça tient chaud, le dimanche à 15h. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre? À l'heure de vérité, plus question de tricher quand on est face à face. Ces 4 lignes blanches, c'est ce ballon étrange, tout le reste s'efface. Et tu donnes et tu prends et tu cours dans le vent vers la terre promise. Et tu gagnes ou tu meurs, et tu ris ou tu pleures, mais le temps cicatrise. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre? Et le combat fini, les frères ennemis se calment sous l'eau pure. Avoir la même foi, avoir les mêmes joies, ça guérit les blessures. Et ça gueule à tue-tête, qu'on oublie la défaite ou qu'on chante victoire. Toi t'as jamais chanté le mont d'or, le fumé, ni de chansons à boire. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre? Vient le temps des regrets, mais on garde à jamais, ça te fera sourire. Les crampons, les maillots, les rêves, les photos dans l'armoire aux souvenirs. Les dimanches à 15h, ils restent dans nos cœurs, y a pas honte à l'avouer. Et ne sois pas surpris, si te parle en rugby, j'ai la gorge nouée. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre? Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre? Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré
dimanche en septembre.